Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Action humaine. C'est le podcast où est-ce qu'on vient explorer un peu les enseignements de l'école économique autrichienne, ses philosophies, puis comment qu'on peut les appliquer dans notre société aujourd'hui et quel effet ça aurait euh, dans notre société. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content et chanceux de pouvoir accueillir avec moi Gabriel Giguère dans le podcast Action humaine. Gabriel Giguère, c'est un analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal et c'est quelqu'un qui est principalement intéressé dans tout ce qui dans tout ce qui touche les intérêts d'enjeux de finances publiques, de logement, de l'énergie. Il propose des réformes qui sont basées en général sur les principes du libre marché. Il est passionné aussi de course automobile. Ensuite, il a écrit son premier article là, de l'Institut économique de Montréal, ce que j'ai vu en 2021 sur le prix des terres agricoles, qu'est-ce qui est très intéressant pour nous ici en région Aquaticook, où est-ce que c'est très agricole. Ensuite, il a travaillé à la colline parlementaire à Ottawa. Donc, il a un très grand background. Il a étudié à l'Université de Sherbrooke aussi en politique appliquée. C'est donc un honneur pour moi de l'avoir avec nous là, dans notre podcast. Gabriel, si tu voudrais nous parler un peu de ton parcours, puis tes combats, puis tes passions à travers toutes tes études, puis le travail que tu fais actuellement. Bonjour Johan, merci de me recevoir à ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi là. Sache-le. Mon parcours, c'est une bonne question. Écoute, j'ai fait avant d'aller à l'université de Sherbrooke, j'étais allé à l'UQAM en sciences politiques, donc c'était le paradis du cheveu bleu et rose. Il y avait beaucoup, tu sais, on comprend que l'UQAM sciences politiques, c'était plus à gauche. Donc c'est pas là vraiment que j'ai découvert là, tout ce qui était free market. Bien au contraire, je dirais, il y avait pas beaucoup de pluralité dans les perspectives des enseignants puis des cours également là, en matière de sciences politiques. Puis c'est également pour ça que j'ai décidé de faire ma maîtrise là, à l'université de Sherbrooke pour voir une université ou plutôt un programme qui était peut-être un petit peu moins connoté à gauche ou plutôt qui tendait moins à gauche. Ça reste quand même l'université, donc on n'était quand même pas à droite, là, soyons clairs. Mais à travers, je te dirais, il y a eu une lecture dans mon parcours de maîtrise qui m'a vraiment frappé, puis c'est Why Nations Fail, entre autres d'Acimoglu, qui venait expliquer, entre autres, que l'importance des institutions puis la démocratie pour aller vers le libre marché. Puis avec des exemples concrets qui démontraient quand on avait de bonnes institutions, notamment qui permettaient le respect de la propriété privée, là, comme tu sais, qui est central. Mais là, on va avoir des entrepreneurs qui vont être prêts à investir parce qu'on le sait que demain matin, on ne sera pas pillé, puis il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va être venu avec un AK-47 prendre notre commerce essentiellement. Il y a des institutions qui protègent la propriété privée. Donc, dans ce contexte-là, avec cette lecture-là, ça a vraiment été révélateur pour moi. Là. Ça a été même un changement de paradigme complet. Là. J'étais pas tant éduqué en toute franchise sur la question économique avant cette lecture-là. Puis après ça, je me suis dit, ben, OK, il y a vraiment quelque chose là à découvrir. Donc là, mon intérêt pour l'économie a grandi à partir de là. Et puis, après l'obtention de ma maîtrise, j'ai eu la chance, en fait, je travaillais déjà chez Desjardins, hein, comme agent à l'accueil, donc c'était mon emploi étudiant, puis il y a eu quelques mois là, une période là, entre la fin de ma maîtrise puis le début de mon travail à l'Institut économique de Montréal. Puis en fait, j'avais une collègue qui connaissait quelqu'un, puis bref, j'ai pu avoir un stage plus rapidement. Je suis vraiment tombé en amour là, avec tout ce qui était free market, les idées de politique publique dans une perspective où on analyse avec la lorgnette économique, c'est quoi l'impact? Puis évidemment, on reviendra concrètement avec différents secteurs, mais ça a été, une révélation. Puis pourquoi une révélation? Ben, c'était à la fois parce qu'on pouvait faire une analyse rigoureuse en matière quantitative, en s'inspirant de théories économiques du libre marché, notamment de l'économie autrichienne, puis ensuite de ça, je te dirais le bout le plus fun de ma job, là, essentiellement, je le fais en ce moment avec toi, c'est-à-dire de Hum. venir expliquer aux gens c'est quoi que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est quoi l'impact concret sur les finances publiques, puis même plus fondamentalement, c'est quoi l'impact concret sur vos vies? Parce que souvent, quand on dit le mot politique publique, là, on se dit, ben, écoutons, ça veut pas dire grand-chose des politiques publiques, mais c'est souvent l'intervention gouvernementale. Puis quand le gouvernement vous prend un argent pour vous prend un dollar de votre poche pour prendre une décision à votre place, ben, il vous enlève le choix de prendre cette décision-là avec votre argent. Donc ça a vraiment été,
c'est vraiment le bout le fun, là, le bout communication. La recherche aussi est le fun, là, inquiète-toi pas. Mais c'est vraiment comme ça que je vois ça. Donc ça, c'est plus mon parcours. Puis maintenant, pour vraiment, qu'est-ce qui explique pourquoi j'aime ça? Pourquoi je décide de faire ça chaque jour? Ben, je dirais que j'aime vraiment mon Québec. J'aime beaucoup le Québec. Heu, puis je trouve ça dur des fois parce que quand je regarde le cadre réglementaire, quand je regarde la réalité québécoise, la liberté économique au Québec, on fait pas bien. C'est ça. Je travaille avec mon collègue beaucoup, Vincent Gelozo, là, je suis sûr que ça te dit quelque chose. Mhm. Puis on des classements sur la mobilité sociale, sur la liberté économique également qui se fait dans d'autres think tanks canadiens. Puis on voit que le Québec est systématiquement en bas. On a moins de liberté économique et ça l'affecte la capacité à quelqu'un là, de se dire, moi, je vais aller prendre un cours le soir parce que je vais être capable de faire un meilleur salaire. Non, non. Souvent, tu vas te dire, ben, c'est parce que même si l'école coûte pas si cher que ça va me prendre beaucoup de temps. Je serai pas avec mes enfants. Je vais faire du sacrifice pour que le gouvernement fasse plus d'argent avec moi parce que je vais augmenter mon salaire. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice de notre temps? Pas toujours. Donc, le Québec, malheureusement, on va pas dans cette bonne en fait, ça fait longtemps qu'on n'est pas dans la bonne direction, là. On priorise pas la liberté économique des individus, mais parce que j'aime le Québec, je reste positif, puis je veux apporter ma pierre à l'édifice en faisant de l'éducation économique puis de la recherche sur la question. Ah ben, c'est génial. Dans tout ce que tu as dit, il y a tellement de choses qu'on peut observer un point à la fois. Si on parle, au début, justement, tu parlais un peu là, de quand il y a le gouvernement il vient chercher un dollar dans nos poches, ben, ça nous enlève le choix de pouvoir voter avec ce dollar-là. Il y a Ludwig von Mises qui apportait l'idée, justement, que le marché était la plus grande démocratie qui existait dans le sens où est-ce que chaque dollar qu'on utilise c'est un vote sur ce qu'on met de la valeur dedans. Donc, en nous enlevant justement cette opportunité de pouvoir choisir les services, auxquels on y met de la valeur, eh ben, on vient qu'à perdre justement notre liberté économique comme individu. L'autre chose aussi, c'est dans Henri Hazlitt, dans son livre, «Économie en une leçon», où il parlait justement que la taxation, c'était, hem, un des moyens qui faisait en sorte qu'on pouvait avoir du progrès puis de l'innovation dans notre société parce que si sur le dollar qui te reste, il te reste juste 30 du dollar ou 40 du dollar, tu as très peu de chances de vouloir risquer ce dernier 40 Mmh, cents ouais, pour développer un projet, prendre des risques, acheter du matériel dans ton garage puis essayer de commencer une business. Fait que parce que justement, la ressource est rendue limitée. Donc, tu vas prioriser, tu vas mettre en valeur d'autres choses que le risque de partir en affaires. Puis ça, c'est très, absolument. très, ancré dans, l'école économique autrichienne, justement, l'action humaine, comment l'humain agit. Ouais, Donc l'humain essaie toujours d'arriver d'un d'une situation qui est moins satisfaisante à une situation qui est plus satisfaisante tout au long de sa vie. Puis à travers ça, et ben, il va vouloir atteindre des buts. Puis ça nous apporte à, justement la théorie sur, les ressources limitées, le temps et les valeurs personnelles. Donc, si l'individu n'a pas les moyens de pouvoir entreprendre sa vie adéquatement parce qu'il reste très peu sur le dollar qu'il a gagné, ça ouais, fait que notre société évolue pas aussi rapidement que celle-là qu'il y a juste au sud de nous autres, soit les États-Unis ou ouais. probablement certaines provinces dans l'Ouest canadien, comme, admettons, l'Alberta, où est-ce qu'il y a beaucoup de startups. Il y a beaucoup les gens, dans leur tête, imaginent que c'est plus facile aussi de être entrepreneur là-bas. Donc, euh, tandis que Johan, si tu me si permets, tu as dit ouais, quelque chose de super, intéressant quand tu as parlé d'Azlit sur la question de tu ouais. as moins d'argent, fait que tu iras pas prendre des risques. Tu sais, on a fait une recherche à l'IEDM la semaine dernière, c'était exactement ce que tu viens de dire. Là, toi, tu me parles vraiment d'un livre où on me dit: «Ben, c'est-tu théorique?» Non, non, c'est très pratique ce que tu dis, c'est très concret. Quand on regarde au Canada, là, on a une baisse importante de l'entrepreneuriat. Oui, Très importante, notamment, pas juste des entrepreneurs travailleurs autonomes, des travailleurs qui ont des employés. Il y en a beaucoup moins. On est passé de 3,9 à 2,6
au Canada, si je me trompe pas, puis ça a descendu à 1,9 au Québec. Donc c'est encore plus bas la chute au Québec. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que, ben, il y a un taux fiscal qui est trop élevé, il y a trop de réglementation, ce qui vient faire en sorte que c'est difficile pour les entrepreneurs de rester en business. Il y a eu plusieurs raisons. La COVID n'a pas aidé, là, on le voit qu'il y a une chute avec la COVID, mais ça part bien avant la COVID. C'est-à-dire qu'on a une Mhm. accumulation de la réglementation, puis on a fait une autre étude en septembre 2023 pour dire, ben, c'est quoi l'impact notamment de la création d'une braquette d'imposition sous Justin Trudeau. Puis quand on regardait avec une formule économétrique, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a 9 000 entrepreneurs qui ont jamais entrepris en quelque sorte, ils n'ont jamais créé d'entreprise parce que justement, encore une fois, on revient à Zlitz, mais toi, ton argent, le gouvernement vient en chercher plus, tu peux en épargner moins. Le message qui est envoyé, c'est que si tu te lances en affaires, hey, c'est risqué se lancer en affaires, là, tu le sais, là. Tu peux perdre pas mal d'affaires. Tu peux perdre peut-être ta maison pour plusieurs, surtout quand c'est la première business. Donc, si tu te dis, moi, je me lance en affaires, mais que le gouvernement va venir te chercher la pièce, pourquoi tu te lances en affaires dans un contexte où le gouvernement crée des jobs dans le secteur public blindés avec fonds de pension? Fait que c'est sûr que là, tu réduis l'incitation à te lancer en affaires, puis tu te dis, ben, je vais aller travailler pour le gouvernement, je risquerai rien. Donc, c'est vraiment une dynamique qu'on voit au Canada et au Québec, là. Juste pour dire que ça dépasse largement le cadre théorique, même que le cadre théorique vient nourrir la réalité, puis la réalité vient nourrir le cadre théorique, j'ai l'impression ici. Ouais, exactement. Puis ici, on vient apporter le coût d'opportunité en affaires, c'est-à-dire que euh, quand on prend une décision, justement, à chaque décision, on met en valeur quelque chose, on va choisir quelque chose au détriment d'une autre chose. Donc, ça veut dire que si on choisit d'être entrepreneur, on va choisir de ne pas être un employé, de ne pas être dans un autre domaine, etc. Donc, ici, le coût d'opportunité pour les entrepreneurs, moi, je suis un entrepreneur ici à Quaticook. Je prenais par exemple pour seulement servir un sandwich avec une bière sur une terrasse de café, il faut remplir 32 pages de paperasse pour pouvoir avoir l'approbation gouvernementale pour juste offrir une bière de microbrasserie puis un sandwich à un client juste parce que tu veux servir ton prochain. Donc, déjà là, il y a un coût d'opportunité, c'est décourageant. Ensuite, dans le coût d'opportunité, il y a bien plus que juste financier, la perte de la maison. Il y a relationnel, il y a psychologique, il y a beaucoup de décès, il y a des suicides. Si on regarde juste dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture, c'est vraiment très, très intense où est-ce que les dettes, tu sais, mettons, pour faire une pièce en agriculture, des fois, il faut que tu empruntes 10 piastres. Tandis que dans d'autres secteurs comme, admettons, la boulangerie ou la restauration, en général, tu vas emprunter une pièce, tu vas faire 2 piastres. Mais quand même qu'il y a tellement de, tu sais, de comptes à payer que c'est juste, tu vas faire 5% puis tu es heureux, là, si ça va bien, là. Fait que juste le coût d'opportunité pour être en affaires au Québec, il est extrêmement élevé, puis en général, ça va faire énormément de dommages. Donc, un étudiant ou quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, qui a déjà vu c'était quoi être en affaires au Québec, juste par rapport pour se mettre aux normes avec la CNSST, Revenu Québec, la SAQ, le MAPAC, n'importe quoi, toutes les règles auxquelles on doit se soumettre comme entrepreneur, qui sont incroyables puis qu'on ne connaît pas quand on se lance en affaires. Euh, Après, tu veux plus être en affaires au Québec, tu veux juste plus être en affaires au Québec, tu cherches ailleurs parce que le coût d'opportunité est trop élevé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en passant, hein. Là, il y a d'autres statistiques qui sont sorties ce mois-ci, là. Puis là, on parle du Québec, puis si on élargit un peu au Canada, ce qu'on voyait, c'est que les Canadiens ouvrent beaucoup d'entreprises maintenant aux États-Unis. Puis c'est une tendance haussière, c'est-à-dire que de moins en moins, c'est au Canada, de plus en plus, c'est aux États-Unis. Puis tu parles de la lourdeur de la paperasse, de la réglementation. C'est assez lunaire, là, quand on dit là, un formulaire de 32 pages de formulaire, mais ça, c'est une réalité. Puis je suis sûr que tu peux le le confirmer, là, mais quand tu es toute seule, quand tu es dans une très petite business, là, tu es peut-être un, 2, 3 employés, peut-être que tu commences toute seule aussi, tu as pas la capacité d'avoir des avocats qui payent à grosse pièce pour remplir ça avec toi, là. Donc, tu es laissé à toi-même, puis là, ben, encore une fois, tu te dis, ben, peut-être que je serais mieux d'aller à quelque part où je suis mieux traité en tant qu'entrepreneur. Parce qu'au final, tu vas le vendre, le sandwich, ta bière, là, mais tu te feras pas écœurer par l'État en arrière constamment. Ben non, c'est ça. Puis c'est que ça vient, mettons, par exemple, le sandwich et la bière, ben ça vient avec des inspections gouvernementales qui arrivent chez vous puis qui inspectent, là, tu sais.
Donc, c'est extrêmement stressant parce que ça amène aussi un stress là, mental, là. Par exemple, il y a CarTV aussi, donc il y a tellement d'organismes qui utilisent maintenant la force et la coercition pour imposer des règlements gouvernementaux. Fait que finalement, toi, comme entrepreneur, au Québec, ça ressemble beaucoup, quand on lit la littérature économique autrichienne, à ce que Ludwig von Mises parlait du gouvernement omnipotent. C'est-à-dire Ah, où est-ce que le gouvernement est tellement partout, pareil comme dans l'Allemagne fasciste ou l'Allemagne nazie, où l'entrepreneur avait le droit de prendre des risques et d'avoir sa propriété, sauf qu'il devait suivre absolument toutes les règles du gouvernement, puis c'était même le gouvernement qui décidait de son salaire. Donc, et ici, même au Québec, c'est un peu la même chose. Tu prends un financement de venture capital, là, mettons, dans ta MRC ou dans ta ville, eh bien, il va y avoir une clause dedans ce financement-là où est-ce qu'ils vont décider de ton salaire. Après ça, ben, tu n'as ah pas ouais? le droit, t'as pas le choix de te soumettre à toutes les réglementations gouvernementales. Donc, on n'est pas vraiment différent que dans une économie euh, comme Ludwig von Mises le décrivait dans l'Allemagne fasciste. Donc, c'est vraiment alarmant de voir où est-ce qu'on est rendu. Puis, comme Ludwig von Mises le disait, tu sais, c'est que le gouvernement, c'est comme au début, on le crée, puis c'est comme un petit feu. C'est comme un petit feu, puis à m'amener le petit feu, tu n'es plus capable de le gérer, puis il y a des feux qui se propagent partout. Puis le gouvernement, c'est ça un peu. Il est rendu partout, puis on peut plus le contrôler. Tellement il a pris de l'ampleur et tellement il y a de la bureaucratie qui se crée partout. Euh, et on n'a aucun autre choix comme entrepreneur, même si on est propriétaire, notre contrat privé ne nous protège pas contre ces interventions-là à l'intérieur de nos entreprises. Et ben, ça fait que on se demande pourquoi qu'on prend des risques. Donc, ça, c'était, tu sais, par rapport juste à l'entrepreneuriat au Québec. Puis oui, c'est alarmant. Puis c'est sûr que les gens ils vont aller vérifier ailleurs où ils pourraient avoir une meilleure opportunité de développer en affaires. Si on prend juste à côté au New Hampshire, qui est un des Ouais. États les plus libres de tous les États-Unis, tu as besoin de rien. Tu as juste besoin de faire ton numéro d'entreprise, puis tu es déjà en affaires. Puis ils te permettent en alimentation d'avoir un numéro, un permis alimentaire après un certain volume. Donc, tu peux servir ta communauté. Moi, je pense beaucoup, tu sais, aux gens. Est-ce que les gens ont le droit de servir les gens ou ça prend une permission gouvernementale pour servir son prochain? Et au New Hampshire, oui, tu as le droit, tandis qu'au Québec, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu veux faire des plats préparés pour ta communauté parce que tu vois qu'il y a un besoin, oublie ça, là, tu n'as pas le droit, là. Ça te prend un permis, ça te prend des inspections aléatoires. Euh, le CHIUS, il vient inspecter ton entreprise, la CNSST vient inspecter ton entreprise, le MAPAC vient inspecter ton entreprise. Tu as Carte TV qui vient voir si tu utilises les bons mots pour vendre tes articles. Puis ça, c'est tout sous menace d'amende. Donc, Carte TV, c'est jusqu'à 50 000 d'amende quand on n'utilise pas les bons mots. Le MAPAC, c'est de 400 à 5 000 d'amende si on ne respecte pas certaines de leurs règles. La CNSST, si tu as un malaxeur KitchenAid chez vous, c'est 1600 d'amende parce qu'il n'y a pas de grille de protection. Euh, c- Puis c'est tout, tu sais, c'est incroyable la force que le gouvernement aujourd'hui utilise pour signaler ses vertus. Puis, en général, c'est tout le temps dans des bonnes intentions. Donc, le gouvernement il est toujours bien intentionné, mais l'effet de ces bonnes intentions-là sur la liberté individuelle, puis le fait que chaque individu est un être rationnel qui peut prendre des décisions puis améliorer tu sais, puis servir les clients du mieux qu'il peut selon la compétition à côté. Il ne va pas commencer à faire une entreprise qui est bric-à-brac, tu sais. Le libre marché s'auto-régularise toute seule via soit les compagnies d'assurance, le financement, puis les plans d'affaires qui vont devoir être bâtis pour pouvoir faire le projet. Il y a déjà des systèmes autorégulateurs Ouais. qui sont justement les théories de Hayek, je ne sais pas si tu connais, sur l'ordre spontané dans la société. Donc, il y a déjà tous ces mécanismes-là qui existent. Pas besoin d'avoir en plus un gouvernement omnipotent qui décide de tout ça, là. Mais ça, Johan, ça me fait quand même penser à ce qu'on Frédéric Bastiat, quand on dit: «Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas?» par là, ce que j'entends, c'est que le gouvernement va décider de mettre tout ça, là, une panoplie de réglementations, puis là, ben, il va toujours y avoir une justification douce à l'oreille,
du public pour dire: «Regardez comment il faut avoir ça, regardez comment ça prend une autre inspection de plus, regardez comment ça prend un organe bureaucratique supplémentaire pour s'assurer le taux de poussière», puis bon bref, vraiment, c'est des blagues, mais Ouais, ça reste qu'il y aura toujours une justification gouvernementale pour, créer toujours plus de bureaucratie. En fait, la bureaucratie a une tendance expansionniste par nature. Donc si le ouais, gouvernement vient pas réduire cette tendance expansionniste-là, au moins la contraindre, ben oublie ça, là. C'est pour ça aussi qu'on a vu ça au Canada, au Québec, cette expansion dans les 10 dernières années. Mais où je veux en venir avec Bastia, c'est que, quand tout ça, là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire: «Ah OK, là, il y a une inspection de plus, comme ça, ben ça fait en sorte que peut-être qu'il y aura pas de problème», tout ça. Mais ultimement, ce qu'on voit pas, c'est que le monde va se dire: «Ben regarde, moi, je prends mes clics puis mes claques, puis je m'en vais, travailler, dans d'autres places où c'est» encore une fois, tu parles du New Hampshire. C'est où le New Hampshire? C'est à 4 heures d'ici? 4-5 heures? Non, je sais c'est où, mais pour dire c'est tout proche d'ici, là, à savoir que tu passes le Vermont puis tu es au New Hampshire, c'est pas loin, là. Donc, le point étant que tu vas aller là où tu es mieux respecté en tant qu'entrepreneur, puis tu as des exemples super pertinents parce que tu es un entrepreneur. Fait que ça, c'est franchement génial. Mais le point, c'est que ça, on le réalise pas, hein. En fait, l'État le réalise pas. Puis même nous, en tant que citoyens, même si on est, je dirais, informés sur la réalité, des affaires publiques, on va pas nécessairement réaliser que une inspection de plus, une création, un bâton dans le fond, un bâton dans les roues supplémentaires des entrepreneurs va peut-être faire en sorte justement qu'ils vont dire: «Ben là, ça suffit». Puis cette tendance baissière-là que je parlais à travers, les statistiques là, notamment c'est disponible sur Statscan, ben, elle est entre autres liée au fait qu'il y a une augmentation de la réglementation. Tu sais, des fois, on arrive avec des gros chiffres. Il y a 32 de réglementation de plus en 2021 qu'en 2006 au fédéral. C'est un chiffre qui est intéressant, mais concrètement, c'est quoi? C'est justement création bureaucratique, des nouvelles normes, ça écœure encore plus les entrepreneurs. Les entrepreneurs vont là où ils sont mieux traités. Puis après ça, ben, on voit qu'on a moins d'entrepreneurs au Québec. Ben, faut pas se surprendre à un moment donné, là. Tout ce que tu as dit est là. Fait que ton travail, mon travail, c'est quoi? C'est de mettre le projecteur sur ce qu'on voit pas nécessairement. Le fait que tu as des entrepreneurs qui quittent, qui va être lié avec la création, qui arrête plus de la réglementation puis de la bureaucratie. Fait que ça, c'est important parce que sinon la population va se dire: «Ah, c'est bien ça. C'est bien parce qu'on a plus de règlements on a plus» ben, je dis pas que c'est bien parce qu'on a plus de réglementation, mais c'est toujours dans je pense que les gens sont bien intentionnés. C'est juste qu'ils ne comprennent pas l'incitation derrière les mesures et les réglementations qui sont créées. absolument, absolument. Puis si je peux revenir, au début de la discussion, tu avais apporté aussi des points sur les politiques publiques. Donc, si on peut, enseigner un peu, ou partager avec nos auditeurs, les différentes manières que le gouvernement utilise pour faire des politiques publiques. Si je me rappelle bien de mes cours en politique économique, c'est que, tu vas avoir des gouvernements paternalistes, tu vas avoir, le laisser faire, market. Tu vas avoir des politiques sur le côté de la demande, des politiques sur le côté de l'offre et là-dedans, tu vas avoir des politiques interventionnistes, des politiques monétaires, des politiques fiscales. Fait que, tiens, mettons, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, comment qu'on fait pour, s'en sortir dans toutes ces sorties médiatiques-là? Puis quand on voit le gouvernement qui Ouais. dit: «J'enlève, 5 000 de crédit pour l'achat d'une nouvelle maison», mais c'est quoi ce genre de politique-là? Ce qu'on voit, c'est le 5 000 de crédit pour les nouveaux acheteurs, mais c'est quoi l'effet de cette politique-là? Ben, tu sais, est-ce qu'on peut en parler un peu pour nos éditeurs? Bien sûr, parce que c'est tellement important. On va avoir un gouvernement qui va faire une liste de mesures. Tu sais, c'est la liste d'épicerie. On va faire ci, on va faire ça. Puis je pense que les campagnes en ce moment, en fait, c'est que notre conversation est particulièrement pertinente parce qu'on s'en va vers des élections provinciales. Donc là, les Ouais. auditeurs vont en voir là, des listes d'épicerie de promesses électorales. Puis c'est toujours le fun, là. C'est comme si le gouvernement a un coffre-fort avec de l'argent illimité, mais de l'argent gouvernemental, ça n'existe pas. C'est notre argent à nous qu'on envoie aux 2 semaines avec notre chèque de paye. Je vais juste dire ça en préambule parce qu'il faut se rappeler que ça existe pas de l'argent gouvernemental, là. C'est votre argent Ouais. des impôts, c'est votre argent de taxe à la consommation. On garde ça en tête. Puis c'est même vous qui écopez avec l'impôt sur les sociétés parce que c'est en tant que travailleur que vous avez moins d'augmentation de revenus. Donc partout, c'est vous qui payez comme consommateur, comme contribuable, comme travailleur, peu importe, il faut garder ça en tête. Maintenant, l'objectif ici, c'est vraiment puis tu as raison de parler. Les politiques publiques, en fait, c'est une prétention gouvernementale à mieux faire que le libre marché. Pour C'est moi, une c'est ma assomption, ouais. compréhension.
Ouais. C'est-à-dire que le libre marché, c'est toi, c'est moi qui choisis pour moi-même. Encore une fois, on revient à la base, là, mais je vote avec ma consommation, donc je choisis avec mon argent. Une politique publique, c'est de dire, regardez, il y a un problème ici. Moi, gouvernement, je vais intervenir. Puis plus souvent qu'autrement, il y a des embauches, il y a une création bureaucratique, il y a de la réglementation. Ça, c'est de l'argent. Puis de l'argent, ça vient de nos poches. Donc, concrètement, une intervention gouvernementale, c'est souvent au détriment de nos prises de nos prises de décision parce que la consommation, c'est voté, puis il faut envoyer plus d'argent au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. Maintenant, je reviens sur ce que tu as dit en matière de si, par exemple, on a une municipalité qui dit, nous, plutôt, là, prenons un exemple très concret, la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, dit on va rembourser les taxes de bienvenue, une partie des taxes de bienvenue. Euh, Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, un peu comme Milton Friedman a dit, je suis constamment en faveur de toute baisse de taxes. Pourquoi? Parce que théoriquement, et le théoriquement est important parce que pratiquement, c'est pas toujours ça, mais théoriquement, ça devrait peser, ça devrait établir une pression à la baisse sur les dépenses parce que vous réduisez les revenus. Puis normalement, dans un contexte où on se dit que le gouvernement est fiscalement responsable. Puis encore là, on pourrait débattre parce que je pense pas que l'équilibre budgétaire, c'est l'horizon indépassable, là. Je pense que ça prend quand même certains surplus budgétaires pour pouvoir repayer la dette, puis en parallèle réduire les dépenses Mmh. pour réduire les impôts. Bon, on est très loin de la coupe aux lèvres au Québec, tu me diras, et tu auras raison. Mais si on garde l'idée de Mme Fréchette, qui est de dire, on va rembourser au moins partiellement la taxe de bienvenue, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une taxe qui réduit l'accessibilité. Mais là, de finir là, puis de pas expliquer que le réel problème, à tout le moins une des grandes parts du problème, c'est de s'assurer de réduire notamment les bâtons dans les roues des constructeurs à travers des délais de permis, à travers des taxes. La taxe de bienvenue, c'est un exemple, mais la taxe à la construction, là, le 20-20-20 à Montréal, qui venait mettre des bâtons dans les roues, puis donc plus de 98 des grands projets, ils payaient la pénalité financière. Mais Mmh. en tant que promoteur, tu vas pas te dire, bon, moi, je viens de perdre 15 millions. Mais non, tu vas planter tes prix par porte, puis ça va être le premier acheteur ou l'acheteur qui va devoir repayer en tout ou en partie au moins euh, le coût. Donc, ayant cela en tête, ce qu'on dit, c'est oui pour réduire les taxes, mais il faut avoir une vision beaucoup plus globale pour s'assurer d'augmenter les mises en chantier. Là, je fais un autre exemple là, directement lié à ça, Johan, mais je regarde ça en ce moment, puis je suis un peu découragé. Je vois que les gens veulent des maisons unifamiliales à 80-85. Moi, je leur dirais pas que c'est bon ou pas. Je me suis acheté une toute petite maison unifamiliale, puis je pense que si c'est ça que les gens veulent, les gens sont libres. Donc, les gens devraient Ouais, pouvoir choisir ce qu'ils veulent. Tu sais, absolument. si tu aimes l'économie autrichienne puis tu passes pas ça, là, il y a une grosse contradiction dans les termes, là. Mais en parallèle à ça, tu as quelque chose comme la CPTAQ, la Commission de protection des terres agricoles du Québec, qui vont venir, qui disent aux fermiers, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec votre terre, parce que c'est ça en réalité. Vous pouvez pas la vendre pour construire quelque chose. Donc, vous Mmh. réduisez artificiellement la valeur de la terre. Les terres, là, à Nicolet, je suis pas sûr, là, qu'ils vont toutes être construits des tours de 20 étages, mais à Laval, on dit non sur des terres qui sont encore en friche. Donc, on s'en va à Sainte-Anne, on s'en va encore plus loin en arrière. Donc, on nous explique qu'on veut pas faire de l'étalement urbain, fait qu'on va faire de l'étalement urbain encore plus important. Tu sais, quand tu dis, là, les conséquences inattendues, là, l'objectif, c'est de protéger les terres, fait qu'on va défricher encore plus loin, puis les gens vont faire encore plus de transport. Juste garder ça en tête, c'est important. Le point étant que les politiques publiques, c'est une bonne chose de vouloir réduire les taxes, mais si le problème, c'est une question aussi d'offre, ben, il va falloir Mmh. également jouer sur ce, voir comment on fait pour réduire les délais, comment on fait pour assouplir le zonage, notamment agricole, pour construire, parce qu'en réalité, on construit vraiment pas de maisons unifamiliales dans le Grand Montréal, là. C'est rien. Franchement, je regarde les chiffres sur Statican, c'est absolument rien ce qu'on construit. C'est en décalage avec ce que les gens veulent, notamment à cause de la réglementation. Donc, si Ouais. on s'attaque pas à ce problème-là, on s'attaquera pas réellement à la problème du logement. Mais si tu me permets d'élargir, les politiques publiques, tu le dis, on joue sur la demande. Les voitures électriques, c'est le meilleur exemple. Les gens en veulent pas, les voitures électriques, ça coûte plus Mmh. cher. Ça coûte 11 000 de plus un VUS électrique par rapport à conventionnel. Le gouvernement dit, ben, pas de trouble. Moi, je vais prendre l'argent de ton voisin, puis je vais te le donner. Mmh. Comme ça, tu viens créer tu viens réduire le prix, puis mécaniquement, c'est sûr que si tu réduis le prix, ta courbe de demande va augmenter. Le problème, c'est que tu respectes pas le fait que moi, j'ai pas nécessairement envie de donner l'argent à quelqu'un, qui a l'argent de s'acheter un véhicule électrique parce qu'encore une fois, un véhicule électrique, c'est pas 15 000 là. Fait que tu as du monde qui vont faire 50 000 par année, 60 000 qui vont payer leurs impôts au fédéral, puis que le fédéral va dire: «Écoute, moi, je vais le donner à quelqu'un qui en fait 115 qui peut se le permettre». Fait que tu sais, juste en matière d'équité, là,
je vois pas vraiment comment ça fait de sens ici. La deuxième chose, c'est aussi, puis là, je veux pas aller un peu trop dans tous les sens, mais tu peux aussi aller sur la question de l'offre. La question de l'offre, la gestion de l'offre est un excellent exemple de mécanisme de politique publique qui vient gérer l'offre, et qui est très, très néfaste par ailleurs pour les consommateurs, là, mais je veux pas me perdre, mais les politiques publiques, ça joue sur l'offre, sur la demande. Il y a plusieurs outils comme les subventions, les taxes, les prix planchers, les prix plafonds. Malheureusement, le gouvernement, encore une fois, à chaque fois qu'il intervient, se substitue au choix du consommateur. Exact. Puis par rapport à tout ça, si, mettons, dans l'école économique autrichienne, on vient parler justement des droits individuels fondamentaux, dont le droit à la vie, la liberté, puis la propriété. Puis lorsque le gouvernement vient prendre dans nos poches de l'argent, c'est le fruit de notre propre labeur, c'est le fruit de notre travail. L'argent qu'on gagne, ça fait partie de notre propriété privée. Donc, lorsque le gouvernement vient nous taxer, c'est pas un échange volontaire, c'est une violation de notre propriété privée. Donc, et oui, souvent, ça va être pour effectuer des choses qu'on n'aurait pas mis de la valeur dedans. Ça peut être toutes sortes de choses. Euh, Puis ça, c'est basé sur des jugements de valeur qui sont faits par les politiciens à notre place. Donc, alors que nous autres, on aurait des jugements de valeur qui auraient été différents. Donc, c'est un super bon point ici. Puis, ensuite, on tu parlé un peu là, de demande, d'offres. On a parlé un petit peu de l'immobilier avec la politique, par exemple, que j'ai apportée de Mme Fréchette. Puis ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, mettons, au niveau, elle a fait une politique publique qui est basée sur aider la demande. Fait Mhm. on va augmenter la demande justement en donnant un break aux premiers acheteurs avec ce crédit. Sauf que au Canada, notre problème actuellement, comme tu l'as mentionné, c'est un problème d'offre. Puis justement, les jeunes, on cherche des maisons, on veut avoir une Ouais. maison pareil comme nos parents, on veut pas nécessairement vivre dans une ville, dans un condo. C'est plutôt aliénant pour moi parce que c'est mon jugement de valeur personnel. Je valorise mieux une maison en campagne. Donc, c'est Mhm. clair que si j'arrive pas à par exemple, un cas concret, je regardais pour des terrains à Magog et on avait demandé, c'est une place qui est très, très reculée, pas loin de l'autoroute, c'est en développement. En fait, il n'y a pas de route encore, c'est juste des terrains qui ont été séparés. Puis là, on avait demandé si on pouvait acheter ce terrain-là et y mettre une roulotte en attendant là, de pouvoir faire l'abattage d'arbres, tu sais, de pouvoir commencer à préparer le terrain puis construire. Puis on n'avait pas le droit, même si le terrain nous appartenait, on n'avait juste pas le droit de mettre une roulotte dans le bois tu sais, Incroyable. comme si moi je suis un individu, moi, c'est ça, il y a différents types d'économistes, il y a différents types de gens qui font de la politique économique. Il y en a qui vont le faire pour des groupes d'intérêt ou pour des vertus ou des idéologies. Puis tu vas en avoir qui vont le faire pour le consommateur, le plus grand nombre de personnes possible. Puis moi, c'est ce côté-là que je réfléchis, c'est OK, on a un individu, on a une personne dans notre société, un jeune, n'importe quoi, une jeune famille qui veut vivre leur vie, accomplir leurs propres rêves. Qu'est-ce qui les empêche? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas le droit? Pourquoi ils n'ont pas le droit de mettre une roulotte puis de commencer à bâtir leur propre rêve? Tu sais, Insensé. c'est toutes des barrières qui empêchent le développement de notre société. Puis, Ouais. justement, cette satisfaction sociale, ce well-being social-là qui est finalement mis de côté. Puis, pour des règles abstraites, des assumptions, des jugements de valeur qui sont prises ailleurs parce qu'un autre groupe d'intérêt privé a une certaine idée de c'est quoi qu'ils veulent faire là. Donc, ça devient aliénant, ça devient plus difficile pour monsieur, madame, tout le monde ou les jeunes, justement, qui voient, justement, commencent à avoir beaucoup de problèmes dans ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir, justement, des discussions comme aujourd'hui. Est-ce qu'on parle que oui, il y a d'autres solutions que la réglementation, là? Euh, Ouais, oui, puis si tu me permets, il y a quelque chose que tu dis que je trouve vraiment important, c'est la question de la liberté de vivre sa vie comme bon te semble. Si mhm, tu achètes un terrain
puis tu fais juste dormir sur ton terrain dans une roulotte. Tu sais, tu ne déranges pas les propriétaires des autres terrains, là. Tu es sur Ben ton non. terrain. Puis, tu sais, on s'entend, tu sais, il peut y avoir une discussion après ça sur si le fait que plusieurs personnes font ça, puis tu mets ta musique. Regarde, ça, c'est une autre histoire, mais là, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Tu es sûr d'être dans ta roulotte, sur ton terrain, tu personne. Ça démontre la lourdeur réglementaire. Fait que ça, c'est une chose. Tu devrais pouvoir vivre comme tu veux. Les gens devraient pouvoir vivre comme ils le souhaitent. Mais l'extension de ça, et ça s'inscrit vraiment dans une perspective free market, j'irais jusqu'à dire autrichienne également, c'est de dire, si toi, tu désires vivre comme ça, et que tu me dis, ben, mon revenu, là, il est peut-être plus faible parce que, ben, je- ma besogne, mon travail, c'est, par exemple, c'est de retirer les arbres, c'est de m'assurer de préparer mon terrain. Ce n'est pas à moi avec mes impôts, de payer pour ton choix de vie. Moi, je vais le respecter parce que ça s'appelle la liberté puis le respect de la liberté individuelle qui est fondamental. Mais on a créé un système, là, ce qu'on appelle le welfare state en anglais ou encore Mhm, le fameux l'État-providence où, en fait, moi, franchement, je te le dis, Bastia, c'est une inspiration, mais cette phrase-là, puis évidemment, c'est une paraphrase, mais la fameuse «L'État est la fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le ouais. monde». Mais ça, là, Ouais. c'est central dans la réalité québécoise, puis je dirais même dans la réalité occidentale plus largement, mais le Québec est vraiment, vraiment imprégné de cette vision-là, où on est libre, mais attention, tu vas le payer ton impôt, puis ça va être élevé, puis c'est pas grave parce qu'il y en a qui vont décider, par exemple, c'est que chaque personne doit avoir sa vision, mais tu sais, si quelqu'un décide d'être juste un des 2 parents qui travaille, c'est correct. Mais là, on demande à tu sais, c'est tout ça, là. Puis là, évidemment, ça peut être polarisant comme sujet, mais là, whoop, tout le monde va devoir couvrir pour ça. Si moi, je décide de travailler temps partiel puis de voyager au Costa Rica parce que j'ai envie de découvrir le monde, c'est génial. J'espère que tu vas respecter mon choix, mais Mhm, j'espère en même temps que tu vas pas me donner de ton argent à travers tes impôts parce que moi, j'ai un revenu plus bas. Tu comprends? Le respect des choix individuels, c'est une chose, mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est respecter mes choix, l'individu, c'est parfait, mais en parallèle à ça, tout le monde a des devoirs d'envoyer leurs taxes très élevées à l'État, mais en réalité, c'est de l'envoyer à son voisin qui décide d'avoir un choix de vie différent. Si vous décidez de pas aller à l'école, puis d'aller, directement sur le marché du travail, ben ça se peut qu'il y ait un impact sur le revenu. Si vous décidez de faire un DEP charpentier-menuisier, d'ailleurs bravo parce qu'il y a énormément de énormément de demandes. demandes. Ouais. Puis là, je parle de la construction en général, puis là, évidemment, pas plus menuisier que maçon, on s'entend, là, mais juste globalement génial. Beh, vous avez pris vos décisions, super et voilà. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont libres, mais les mauvaises décisions doivent absolument être épongées par tout le monde. Ouais. Les donc il est là moi, je pense que c'est l'un des problèmes. Malheureusement, il y a cette forme de déresponsabilisation-là où, justement, on va créer des programmes et des programmes et des programmes pour venir chercher plus d'argent dans nos poches pour le redistribuer quand au final, parce que ça, encore une fois, puis on revient au départ, mais ça vient réduire la liberté économique parce que moi, je dois donner toujours plus de mon argent. Je me lancerai pas en affaires probablement. J'ai pas d'argent pour aller en vacances, mettons, avec ma conjointe parce que justement, il faut que je paye plus d'impôts pour que quelqu'un bon, donc on comprend la dynamique, mais ça fait en sorte qu'on a moins de liberté économique. Puis au Québec, ben voilà, on a moins de mobilité sociale à cause de ça aussi, parce Mhm. on peut moins investir. Tu sais, si toi tu travailles plus, tu as assez d'argent, mais là, il faut que tu payes 40 d'impôts, de taux marginal, ben c'est parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu plus difficile d'investir. Fait que Ouais. voilà. Ben ouais, puis ici, on vient, tu as mentionné le mot de mobilité sociale. Donc, pour le public du podcast, la mobilité sociale, en fait, si on veut, en termes simples, c'est l'opportunité de pouvoir vivre puis avoir des biens matériels ou une vie qui est supérieure à celle de tes parents. Puis aujourd'hui, on voit la tendance, c'est complètement inversé. Donc, quand on dit mobilité Ouais. sociale, en fait, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on veut dire. Ça veut dire il y a une évolution, il y a un cercle vertueux vers le haut où chaque individu va pouvoir faire mieux que ses prédécesseurs ou ses parents, etc., ses grands-parents. Et en ce moment, la tendance est en train de se reverser, étant donné que c'est rendu extrêmement difficile de pouvoir acquérir des actifs comme une maison. Euh, si tu veux en Beaucoup parler de un peu plus de la mobilité, réglementation. ouais.
Ben ça, beaucoup de réglementations qui viennent freiner justement les mises en chantier. Donc, par extension, l'accessibilité à la propriété. On va avoir une lourde taxation, lourde réglementation également. Puis il y a plusieurs indicateurs. La question aussi, ce qu'on appelle là, le occupational licensing en anglais ou encore des guildes. Là, on va avoir des gens qui vont pas te permettre. Là. Puis ça, c'est très à la mode. Là. On valorise les professions maintenant. Les kinésiologues doivent avoir telle formation. Puis là, whoop, on a toutes des ordres professionnels qui viennent essentiellement artificiellement réduire l'offre, donc artificiellement augmenter les Augmenter salaires les parce prix. qu'on crée une Mmh. rareté complètement factice. Donc tout ça, c'est très néfaste pour la liberté économique. Encore une fois, le Québec se démarque par son manque de liberté économique sur la question de la construction, où en Ontario, tu as 7 certifications obligatoires. Tu sais, électricien, grutier, tu es obligé d'avoir un permis. J'ai envie de te dire, dans un contexte où c'est sûr qu'il va y avoir de la réglementation, ça me dérange pas tant, OK? Mais comment ça se fait qu'un poseur de revêtements souples, un peintre en bâtiment doit absolument avoir une réglementation au Québec, une certification obligatoire au Québec, mais pas ailleurs? Ça existe pas ailleurs dans le pays. C'est-à-dire que oui, il y a des certifications, mais elles ne sont pas obligatoires. Mais comment ça se fait qu'au Québec, on est encore arriéré au point où on a des certifications obligatoires là-dessus? Mais ça vient freiner la mobilité sociale parce que si toi, tu as décidé d'aller tout de suite travailler, pas d'aller à l'école, tu te dis, regarde, moi, j'ai envie d'aller sur le marché du travail, j'ai envie de commencer ça, l'école, c'est pas faite pour moi, tu t'en vas travailler, puis tu te dis, ben, peut-être que j'ai envie d'améliorer mon sort, de faire une formation rapide. Ben, en Ontario, tu t'en vas travailler sur un chantier comme peintre en bâtiment, là. Ben ouais. Il y en a certains Ben, qui peuvent demander une certification. Au Québec, tu peux pas. Et ça, ben, ça démontre très concrètement une des problématiques réelles au Québec où on vient te freiner de tous bords, tous côtés pour que tu viennes justement améliorer ton sort par rapport à ce qui était il y a 10 ans, puis par rapport à tes parents aussi. Donc, ces réflexions-là, des fois, on peut sembler dans l'espace public. Puis ça, j'essaie toujours de faire attention, Johan, quand je suis en entrevue, notamment soit à Cube ou ailleurs, là, de faire en sorte qu'on ne fait pas juste parler des idées très, très élevées. Quand on dit mobilité sociale, c'est quoi? Ben, c'est de t'assurer là, de peut-être faire 4 000 pièces de plus d'ici un an, de faire 10 000 pièces de plus d'ici 4 ans, parce que tu t'as sacrifié de ton temps, puis les soirées que tu n'étais pas avec tes enfants, ça t'a crevé le cœur, mais aujourd'hui, tu peux t'assurer là, que ton enfant joue au hockey, puis tu n'avais pas l'argent pour qu'il joue au hockey il y a 3 ans. Fait que mmh. ça c'est très réel, c'est très concret. Là. Absolument. Puis c'est tellement difficile, tu sais, par exemple, j'ai des employés qui sont tu sais, ils cherchent toujours à essayer d'améliorer leurs conditions, mais c'est extrêmement difficile. S'ils veulent faire des heures supplémentaires, ben, moi, je suis pénalisé, puis eux autres sont pénalisés. Mais Ouais. à à la base, c'était pour essayer d'améliorer leur vie. Fait que le gouvernement vient pénaliser justement des gens qui essaient de s'en sortir. Tout simplement, par exemple, parce qu'ils voulaient qu'à la place, on aille engager une nouvelle personne pour diminuer ses taux de non-emploiement, de unemployment. Tu sais, c'est encore une fois la force et la coercion qui vient empêcher justement notre droit à la liberté, puis d'entreprendre notre vie comme on le veut pour essayer de s'en sortir. Euh, Puis après ça, tu as apporté d'autres points super intéressants dont je ne pourrais pas m'en rappeler tout de suite, mais Ben, juste ce que tu viens de ouais, dire sur la question là, du fait que les gens veulent améliorer leur sort. Mais tu as ouais, l'État qui est trop présent. Fait que toi, ouais. tu te fais piller par l'État, puis lui aussi se fait piller par l'État s'il fait ce qu'on appelle là, de l'overtime. Là. Euh, mais ça, c'est le genre de truc qui va créer un marché noir. C'est-à-dire, en Ah! construction, Exact, tu le c'est sais, ça. là. C'est Exact, sûr c'est que tu vas vrai avoir ça un je voulais marché dire. noir. Ouais, Ben, tu exact. vois, on pense la même chose, on a un cerveau qui passe dans la même direction. Ouais, ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que tu vas avoir un marché qui va se créer puis dire: «Ben, regarde, moi, l'État vient trop me punir. Moi, si je travaille, là, puis je dis» puis c'est pas une question d'encourager le marché noir de dire ça, c'est juste, à un moment donné, le réel est le C'est la réel. réalité, ouais. C'est tout. On fait juste la nommer. Donc, toi, tu peux travailler comme charpentier-menuisier. Puis, tu sais, on va se le dire, là, charpentier-menuisier, y a-tu du monde qui ont besoin de ça? Eh, Ben oui, ben oui. on a besoin de charpentier-menuisier comme pas possible. Ben, c'est sûr que si toi, tu as quelqu'un sur ta rue qui le sait que tu es charpentier-menuisier, lui, il faut qu'il refasse son sous-sol, puis il vient te voir, hey, tu peux-tu refaire mon sous-sol? Mais écoute, tu sais quoi, tu me fais-tu un bon prix? Mais lui, il va pouvoir réduire son prix, il va pouvoir garder ça dans ses poches, tu sais, il se fera pas écœurer par l'État qui vient trop en chercher. Faut pas se surprendre que ça existe quand l'État pénalise au point où il pénalise au Québec. Puis encore une fois, c'est pas adosser ça, c'est de regarder le réel tel qu'il est. Donc, à un Mmh. moment donné, faut juste comprendre que si on crée parce que on vit pas dans un monde d'intention. La gauche aime les intentions. On vit dans un monde d'incitation. Si Exact. l'État crée une incitation parce qu'il va trop vous punir, ben, c'est sûr que vous allez dire, ben, est-ce que je le déclare ou je le déclare pas puis je me fais pas punir?
c'est d'une évidence, là. Malheureusement, c'est pas ce que les gens veulent entendre, de se dire: «Ben non, ça a pas d'allure, il faut payer ses impôts». Ben oui, ça a peut-être pas d'allure, sauf qu'en réalité, c'est peut-être l'État aussi qui est beaucoup trop gourmand. Exact. Fait que oui, c'est exactement ça. En fait, le point que je voulais apporter, c'était justement lorsqu'on vient taxer, régulariser, domestiquer ou subventionner un marché, puis qu'on vient l'embourber, là, dans le fond, où est-ce qu'il fonctionne plus naturellement par ses incitatifs naturels, on vient créer un marché noir. Donc, puis ça, c'est dans la théorie économique, c'est juste comme ça que l'humain agit. Si c'est plus difficile, ça fait partie des théories sur le crime, l'économie du crime, et cetera. Si c'est plus difficile de prendre la voie réglementaire, l'humain va finalement commencer à penser que c'est peut-être il peut prendre le risque de prendre l'avenue qui est illégale. Donc, ça crée tout le temps des marchés noirs. Donc, on peut prendre sur les drogues. On a essayé de contrôler complètement ce marché-là. On a créé un marché noir. S'ils le font sur les armes à feu, ça va créer un marché noir des armes à feu. Peu importe qu'est-ce que le gouvernement va essayer d'empêcher, il va juste créer un marché noir. Donc, c'était un peu le point là, que je voulais apporter tantôt, c'est exactement ça. Fait que par la suite, si on prend par exemple au niveau des salaires minimums, par exemple, c'est quelque chose qui nous a touchés dernièrement. Ben oui. Le gouvernement vient juste d'augmenter encore une fois le salaire minimum, je pense que c'était au 1er avril, si je me rappelle bien. Euh, il y a la théorie économique sur les salaires minimums, puis actuellement, on voit exactement cette théorie qui se répète encore, où est-ce qu'il y a un taux euh, de non-emploi ou de... Ouais, moi, j'ai étudié en anglais, fait que tous mes termes sont en anglais, fait que the unemployment rate, il est vraiment élevé chez la jeune population. Et si je peux apporter aussi une perspective là, d'un entrepreneur, c'est que aujourd'hui, le, le salaire minimum est beaucoup plus élevé que l'équilibre qu'un entrepreneur c'est willing de payer. Donc, ça fait en sorte que c'est difficile de prendre un premier travailleur, de le former et tu sais, de le suivre, de dire hey, sois pas sur ton téléphone, accueille les clients en souriant. Fait qu'on ne voit pas cette valeur-là dans le jeune. C'est trop cher pour nous. Ça fait qu'on va engager des gens qui sont en Ah, général déjà expérimentés, qui ont de ah oui. l'expérience sur le marché du travail, qui savent que prendre des initiatives. Donc, la valeur est beaucoup plus élevée que ce qu'on aurait donné à, mettons, une jeune personne qui veut rentrer sur le marché du travail. Puis ce que ça fait, ça ici, c'est que ça crée un taux de non-emploi qui est beaucoup plus élevé parce qu'on va avoir des jeunes qui n'ont pas de travail, alors que si, mettons, on n'aurait pas ce taux minimum qui est par-dessus l'équilibre, on aurait engagé toutes sortes de monde. Fait que cette réglementation qui est pour moi des coûts politiques à court terme, tu sais, pour essayer de gagner des gains politiques à court terme, euh, ça vient empêcher les jeunes qui auraient pu être engagés à plus bas salaire, soit Ouais. 14, 13. C'est des gens qui vivent en général chez leurs parents, qui ont 14 ans, qui font juste apprendre et qui, là, ils apprennent c'est quoi travailler, c'est quoi avoir des Ouais. responsabilités, c'est quoi servir les gens. Fait que ça fait que ces gens-là peuvent pas profiter. Fait que oui, le gouvernement, on voit ce qu'il fait, mais l'impact que ça fait que il y a plein de jeunes qui actuellement n'ont pas de travail, puis le taux de non-emploi il est extrêmement élevé au Canada puis au Québec. Ben, c'est un excellent point. Tu sais, le salaire minimum, là, c'est une conversation qu'on n'a pas assez au Québec, là. Oui. Mais c'est parce que le salaire minimum, si tu as des jeunes, puis c'est souvent des jeunes, puis là, j'y reviendrai parce que c'est important ce matin, pas plus tard que ce matin, il y avait des articles sur ça, là, donc c'est vraiment un sujet qui est important et d'actualité. Si tu as des jeunes, beaucoup de jeunes, qui ont une valeur sur le marché du travail inférieure à ce que ça coûte à l'entrepreneur. Parce que, tu sais, on dit, ah, 16,60, c'est le nouveau salaire à partir de Ouais. demain, salaire Ouais. minimum. Alors, c'est que l'entrepreneur, puis toi, tu le sais mieux que quiconque, là, mieux que moi, je devrais dire, il ne paye pas 16,60 pour le jeune. Tu payes beaucoup plus que ça. Tu as du payroll, tu as des payroll tax, des taxes sur la masse salariale, tout ça, ce qui fait en sorte que c'est probablement plus que 20 de l'heure. Mhm. Mais c'est parce que si la valeur ajoutée est inférieure à 20 mécaniquement, l'État le retire du marché. Parce que sa Ouais, ouais, valeur est ouais. inférieure à ce qu'il peut créer pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, tu veux pas être méchant là, si tu l'embauches pas. Tu La seule affaire, c'est que tu veux pas perdre d'argent. Il y a personne en business pour perdre de l'argent. Tu sais, c'est simple comme ça, là.
Puis après ça, on peut parler de la notion de profit qui est fondamentale pour la Ouais, création de richesse. Là, c'est un autre absolument. concept, mais Ouais, ça reste que si on reste sur le salaire minimum un instant, c'est normal que si la personne n'a pas la capacité de produire plus que ce que ça coûte à l'entrepreneur, est pas employable. Donc, tu viens mécaniquement augmenter le taux de chômage. À contrario, si vous avez pas beaucoup d'employés, beaucoup de jobs, ça, on l'a vu beaucoup en 2023, là, 2021, tout ça. Après la COVID, là, on a vu qu'on voulait embaucher, là, quand on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans l'espace public, là. Qu'est-ce qui se passait? Tu as moins de monde au salaire minimum. Tu pratiquement pas besoin de salaire minimum parce que la réalité, c'est que les gens veulent aller chercher les gens. Il y a beaucoup de demandes pour les emplois. Il n'y a pas tant d'offres. Offres étant, bien entendu, ici, le nombre d'individus prêts à travailler. Donc, ça fait en sorte que mécaniquement, ça fait augmenter les salaires parce qu'il y a une rareté de la main-d'œuvre par rapport à la demande. Donc, à un moment donné, si vous avez un salaire minimum, soyez pratiquement inutile parce que vous avez beaucoup de demandes. Vous avez beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Puis si utile, c'est-à-dire si vous avez beaucoup en fait, il serait pas utile, mais si vous avez beaucoup d'offres puis moins de demandes, vous augmentez mécaniquement le taux de chômage. Donc, exact. il faut réfléchir à ça. Puis ce matin, c'était intéressant parce qu'il y avait un article, il y avait 2 articles. Il y avait un groupe de gauche qui ont fait un papier sur cette question-là. Vous avez également la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui parlait également de ça. Puis c'est de dire, mais le salaire minimum, là, il faut comprendre qu'au Québec, puis après ça, on peut aussi débattre là, de la pertinence que ce soit le cas. Mais il faut comprendre qu'au Québec, ton salaire brut est plus faible que ton salaire net à cause des crises d'impôts et autres, OK? Quand tu es au salaire minimum. Donc, souvent, ce qu'on va voir, là, puis là, je voyais, quand tu fais 16,60 fois 40 fois 52, hein, c'est-à-dire fois 40 heures semaine fois 52 semaines, donc le salaire à l'année, tu es aux alentours de 34 000, là. Mmh. Plus ou moins 1 500 Ouais, là. À peu près 33 500. En fait, je pense même que c'est 33 528 pour être précis. Mais bref, le point ici, c'est que le il y a quand tu regardes la composition démographique des individus qui sont au salaire minimum, 67 ont entre 16 et 24 ans. ouais. 67. Moi, Johan, je ne sais pas si tu connais quelqu'un, mais moi, une personne de 16 ans aujourd'hui, je connais personne qui va encore avoir 16 ans dans 10 ans. Autrement dit, Non. les gens vieillissent, les gens ont un salaire qui augmente. D'abord, c'est très, très, très normal quand tu commences ta carrière d'être au salaire minimum ou être un bas salaire parce que ta valeur ajoutée sur le marché du travail est faible. Si on, juste concrètement, là, tu Mmh. sais pas comment nécessairement utiliser un Excel, tu sais pas comment être maçon, tu sais pas comment couper des cheveux, peu importe, tu n'as pas de compétences ou tu as peu de compétences qui font en sorte que ta valeur ajoutée sur le marché du travail est faible. C'est très normal. Donc, par extension, si ta création de valeur est faible, le salaire lié à ce que tu produis va être relativement faible, salaire minimum en l'occurrence. Et c'est normal. Tu commences ta carrière. Il y a personne en tant qu'étudiant qui pense qu'il est plus compétent que lui-même à 40 ans. Ben non. Ça se peut pas. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que tu commences au bas de l'échelle, mais tu augmentes. Quand on parle, donc, tu augmentes de salaire. Et quand tu augmentes de salaire, tu n'es plus. Donc, c'est là le problème. C'est qu'on va avoir des groupes qui vont nous expliquer, regardez comment l'écart de richesse se creuse. Un instant, on est des êtres humains, on n'est pas des catégories statistiques. On bouge entre ces Exact. catégories-là. Il y a une mobilité. Mais ça, conceptuellement, dans l'espace médiatique, on a peu cette présentation-là nous expliquer, oui, l'écart se creuse, mais les gens change de quintile. Et Mmh. donc, dans ce contexte-là, c'est pas grave parce qu'on vient s'assurer d'avoir une mobilité sociale qui, mais malheureusement, au Québec, on n'a pas assez de mobilité sociale, justement. Mmh. Et si tu me permets de faire un pas de côté sur ça, la question du salaire minimum, souvent, que tu sois au salaire minimum ou que tu ne travailles pas, il y a ce qu'on appelle au Québec, plus qu'ailleurs, je le pense. Il faudrait que je regarde les statistiques, mais en voyant l'implication étatique, notamment sur le cadre là, du welfare state ou du gouvernement noumou le nounou, comme on dit, c'est le fait de dire, par exemple, que, il y a une trappe de la pauvreté, le fameux Ouais. poverty trap, où on dit, à partir d'un certain salaire, d'un seuil, vous perdez des avantages sociaux, vous perdez des aides de l'État, ce qui fait en sorte que vous restez dans un très bas salaire et donc, vous n'allez pas changer de quintile parce que vous dites: «C'est tellement d'efforts». Donc, à Mmh. cause de la générosité gouvernementale et là, c'est une discussion à avoir collectivement parce qu'il y a des gens qui restent dans une dynamique, dans la pauvreté, sinon dans un très bas salaire parce qu'ils ont des aides de l'État, ce qui ne serait pas le cas nécessairement si les aides de l'État n'étaient pas aussi généreuses. Donc ça, c'est une discussion, de société à avoir, mais c'est important de comprendre que oui, il y a le salaire minimum, mais il y a aussi toute cette trappe de la pauvreté-là qui me semble être très problématique.
Ah, absolument, absolument. Puis si je peux faire, une dernière comparaison avant de terminer le podcast, c'est au New Hampshire, j'avais été visiter, puis moi j'adore ça poser des questions là, sur comment qu'eux autres ils fonctionnent, comment que d'autres endroits fonctionnent pour aller chercher des perspectives. Donc, j'avais été, justement au New Hampshire, puis là-bas, le salaire minimum, c'est, pour les serveurs, c'est 3 $ de l'heure. Donc, c'est extrême. Sauf que lorsqu'on avait demandé justement à cette serveuse-là, tu sais, on avait partagé, nous autres, comment que ça fonctionnait versus elle, puis elle choisissait 10 fois s son modèle au New Hampshire parce que justement, elle dit dans notre discussion, elle disait: moi, contrairement à vous, j'ai aucune taxe sur rien. C'est-à-dire que oui, je fais mon 3 $ de l'heure. Tu sais, durant l'été où est-ce qu'il n'y a pas les stations de ski, c'est un peu plus tranquille, mais ça ne me dérange pas parce que durant l'hiver, je fais tellement de salaire sur mon pourboire. Tu sais, probablement que même durant l'été, à 3 $ de l'heure, elle fait 20-25 $ de Ouais, l'heure avec les types. Mais l'hiver, par exemple, elle monte à peut-être 70-80 parce que il y a tellement de volume, puis ça, c'est tout taxé à 0 0. Donc, donc incroyable. oui, c'est incroyable parce que l'entrepreneur, lui, ici, dans son restaurant, premièrement, les prix n'étaient pas très chers là, au niveau de la nourriture, puis c'était très gourmand, là. Fait que les prix sont pas chers parce que la main-d'œuvre est pas chère au niveau du service. Probablement que les chefs sont bien aussi payés. Puis ensuite de ça, le salaire, finalement, des gens qui servent, c'est un échange volontaire, le c'est une coopération en fait, c'est juste les gens qui vont être servis vont voir de la valeur dans le service que la dame, elle va avoir donné Ouais. et ils vont y donner un certain montant dont, c'était genre, 15 minimum, puis, après ça, ben, c'est tu sais, le salaire de cette personne-là va être basé sur l'échange volontaire puis le bon service. Puis elle était complètement satisfaite, puis elle disait: «Ouais, mais tu sais, vous, même si vous payez 11, 12, 13 $ de salaire minimum au service, je le choisirais pas parce qu'à la fin, vous êtes tellement taxé que vous Ah gagnez oui, moins que moi», tu sais? ah oui. C'est que en tout cas, moi, je trouve que ça, au niveau de la société, tu sais, à force d'essayer de tirer vers en haut puis de tout redistribuer, on vient qu'à avoir des pertes sociales là, nettes qui sont vraiment incroyables, qui auraient pu servir à faire progresser notre société, à trouver des meilleures solutions, à avoir des meilleures allocations des ressources, et cetera. Donc, ben, voilà. Est-ce qu'il y avait un mot de la fin? Est-ce qu'il y avait un livre que tu voudrais partager aux auditeurs, quelque chose qui t'a vraiment inspiré ou quelque chose que tu aimerais dire pour finir? Ben, d'abord, merci Johan là, pour cette super conversation-là. Je dirais là, rapidement, il y a des certains textes, là, puis je vais être assez court, là, qui m'ont vraiment inspiré, que j'ai adoré. Euh, le texte Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas et L'État de Frédéric Bastiat, ça me semble Ouais, être absolument incontournable parce que c'est digeste. Souvent, on va avoir des textes qui sont complexes, mais Bastiat, il est à lire parce qu'il est facile à lire et il le dit très, très bien. J'aime beaucoup, également peut-être plus complexe, mais tellement important pour l'économie autrichienne, là, The Use of Knowledge in Society de Frédéric Hayek, qui me semble être un texte fondamental à lire. Heu, puis je suis content qu'il y ait des gens comme toi, Johan, qui vont faire des podcasts comme ça parce que ça nous permet aussi de ratisser plus large, puis de faire de l'éducation économique, de comprendre pourquoi c'est important d'être essentiellement en charge de sa destinée, puis moins d'États qui viennent nous taxer, qui viennent nous réglementer, puis d'être plus libre économiquement parce qu'au final, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Puis tes mots de la fin étaient excellents de dire, ben regardez, la serveuse, là, elle avait le choix entre être dans un contexte où l'État était très, très, très présent et dans un contexte où elle avait une liberté économique accrue, où lorsqu'elle fait de l'argent, c'est parce qu'elle se lève. C'est parce que l'hiver, là, quand il fait beau, puis il y a beaucoup de personnes, peut-être en ski, j'imagine, et ouais. ailleurs, elle, là, elle y va pas. Elle travaille. Elle fait ses sacrifices, mais elle a son argent. Ben, elle décide ça. Puis je pense que collectivement, on devrait décider ça aussi. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup pour ton temps. Puis, j'imagine qu'on va avoir l'occasion là, de pouvoir faire encore des sessions comme ça. Donc, Assurément. sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée à tous les auditeurs du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode sur l'école économique autrichienne et ses philosophies. Merci.